Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Berger, Le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. C'est un plaisir comme toujours de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Plaisir partagé. Écoute, c'est un épisode tout nouveau là pour nous sur l'émission parce que ça va être le premier épisode questions-réponses qu'on enregistre aujourd'hui. Pierre, est-ce que tu es prêt? Ah oui, plus que prêt. Ça, c'est vraiment un exercice qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quand même le sens de tout ce que je partage finalement, hein, de créer des liens avec les gens qui écoutent, qui puissent interagir et qu'on puisse créer des raisonnements pour pousser notre pensée toujours un petit peu plus loin. Ok, alors écoute, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je vais simplement préciser pour les personnes qui peut-être ne sauraient pas de quoi il s'agit. On a lancé il y a quelques semaines en arrière un appel aux questions, on va dire ça comme ça. En tout cas, on a donné la possibilité à nos auditrices et auditeurs de te poser des questions, que ce soit directement liées au sujet des épisodes qu'on a déjà traités ensemble, à des questionnements qui auraient émergé, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. De toute façon, si c'est hors sujet, on pourra le préciser et puis peut-être en tirer aussi des choses intéressantes pour la suite. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse se sentir libre de poser des questions, de faire des remarques, de proposer aussi des thématiques et des sujets. Donc, on a commencé à en recevoir et aujourd'hui, du coup, on se fait ce premier épisode questions-réponses. Donc, moi, Pierre, je vais te poser les questions que j'ai reçues via le questionnaire dédié que chacun peut retrouver dans le descriptif de l'épisode. Et puis, je vais te laisser ensuite partager ce que tu souhaites. Sont des questions qui vont être assez différentes. Tu verras, j'ai répertorié plusieurs choses. Je te propose qu'on démarre. Allez, let's go. Alors, la première qui a été posée par Florent. Peut-on considérer la destruction des tissus musculaires, puis leur reconstruction, dans le cadre de la pratique d'une activité physique, comme un processus hormétique? Donc là, je pense que ça fait référence à ce terme d'hormèse, bien sûr, qu'on a déjà cité dans plusieurs épisodes et que tu vas développer en 2024 dans une de tes formations dans le cadre de l'académie. Donc je pense que là, c'est une personne qui veut peut-être raccrocher un petit peu directement avec ce terme d'hormèse. Qu'est-ce que tu penses de ça et de ce processus hormétique ou pas? Alors, donc déjà, c'est une question déjà question intéressante, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, je me retrouve encore face à un dilemme, parce que, en fait, le but de la formation du module de l'année prochaine est bel et bien, justement, de redéfinir, ou du moins de bien définir les termes donc d'homéostasie, d'hormèse et d'homéorésie. Et donc,
de ce phénomène d'hormèse. Et donc, la première question qu'il faudrait se poser, c'est, dans cette situation-là, pour vraiment répondre objectivement à cette question, c'est qu'est-ce que l'hormèse? Qu'est-ce qu'on entend par le phénomène d'hormèse? Donc, si on prend la définition, je dirais, conventionnelle, actuelle, hein, qui est que l'hormèse est une réponse de stimulation des défenses biologiques, donc généralement favorable à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. C'est-à-dire qu'on est face en fait à une exposition maîtrisée de stress qui va permettre derrière d'engendrer des phénomènes d'adaptation et de compensation qui vont être bénéfiques pour cette même structure. Donc clairement, dans le processus de reconstruction musculaire, on est exactement dans ce procédé-là. C'est-à-dire que l'on va, pour être là pour le coup, pour être vraiment vulgaire, on va casser du muscle, parce qu'on verra que c'est pas vraiment ce qui se passe, mais on va casser du muscle, on va casser des fibres musculaires, pour derrière demander au corps justement, lors de la réparation de ces fibres, en fait d'en profiter pour renforcer. Parce que vu que ça a cassé, l'organisme va se dire, bon, si jamais je suis exposé à un même phénomène par la suite, il faut, pour être protégé, que je puisse renforcer ce muscle-là. Donc je vais le construire, mais plus fort que ce qu'il était précédemment. D'accord ? C'est comme quand on a une maison, on construit une maison, si jamais on a des situations un petit peu comme dans ma région actuellement, où on a vécu des sécheresses importantes pendant l'été, les sols, les fondations bougent, parce que la terre se rétracte, et donc des fissures peuvent apparaître dans les maisons. Bon, au départ, la maison était construite avec certains critères, mais maintenant, on voit que l'environnement change. Donc, du coup, il faut que les maisons s'adaptent à ça. Donc, on fait des travaux pour réparer ces fissures, sauf qu'on ne fait pas des travaux qui remettent la maison comme elle était avant. On va la renforcer, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux qui vont rendre la maison plus solide qu'avant, parce qu'aujourd'hui, les maisons, elles doivent répondre à ces phénomènes de changement climatique et doivent pouvoir justement elles doivent pouvoir s'adapter à ces situations-là. Donc on est vraiment dans ce phénomène de renforcement. Donc je dirais de façon simple que oui. Et lorsque j'aurai fait le travail de redéfinition justement de l'hormèse, je dirais un oui plus. C'est-à-dire qu'après ma définition, une fois que j'aurai vraiment redéfini ça, ça sera un oui qui sera vraiment sans appel en fait. C'est-à-dire que c'est un oui très 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 fort. Alors qu'aujourd'hui, on peut effectivement l'associer et on verra que cet exemple qui est très pertinent correspond exactement à ce que l'on peut entendre aujourd'hui par ce phénomène d'hormèse. Ok, ça marche. Donc un oui et un oui franc. Voilà, un oui plus pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je pourrais revenir sur cette question, on pourra la reprendre avec les éléments qu'on aura développés pendant le module 2. Et là, on pourra vraiment, du coup, avec des exemples concrets, avec des références concrètes, pouvoir expliquer pourquoi c'est un oui franc. Ok, alors, je te propose qu'on passe à la question numéro 2. Comme notre pensée détermine la façon qu'on a de voir le monde, comment s'en rendre compte? Donc là, ça fait, je pense, référence, à l'épisode numéro 10 pour les personnes qui ne l'auraient pas encore écouté, et qui correspond à la citation que tu partages, à savoir qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. Mmh. Donc je reprends, comme notre pensée détermine la façon qu'on a de voir le monde, comment s'en rendre compte? Autrement dit, quels sont les mécanismes qui permettent de se rendre compte qu'une croyance est une croyance? Et donc ça, c'est une question de Jérôme. Alors, merci beaucoup Jérôme pour ta question. Alors cette question, elle peut être traitée de différentes façons, mais la plus simple, effectivement, c'est déjà de se dire que dans la citation, en fait, tout est déjà dit. C'est-à-dire que par rapport au podcast que l'on a vu quand on a développé la vision justement de Descartes, et notamment de Platon, par rapport à ça, vu que on ne voit pas le monde tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au réel directement, on ne peut accéder au monde que par notre façon de le penser.
donc de l'imaginer, au travers des images que nous construisons par l'interprétation que font nos sens du monde dans lequel nous vivons. Et donc, par définition, quand on prend acte de ça et qu'on l'accepte, hein, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, si on l'accepte, et bien finalement, on peut assez rapidement considérer que nous ne vivons que dans un monde de croyances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, moyen d'accéder en dehors d'une capacité d'abstraction, d'accord. Et c'est là en fait où justement la physique quantique est une leçon de l'histoire des sciences, parce que justement, donc ce que nous a montré Descartes, c'est que nous devons énormément nous méfier de nos opinions et de ce que nous pensons globalement, parce que justement, toutes les informations que nous avons passent par un traitement. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'information pure qui vient du réel. Il est filtré par nos sens, et donc il est traité par nos sens, et donc en fonction de leur état. C'est-à-dire qu'aussi, il faut aussi il suffit pas juste de les traiter, il faut aussi qu'on soit en capacité. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va être aveugle, d'accord? On sait qu'une personne qui est aveugle voit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la vision, donc elle n'a pas la vue, mais par contre, son cerveau est capable de créer des images. D'accord? Et c'est là, en fait, où on voit comment la machinerie humaine est un processus vraiment au long cours. C'est-à-dire que c'est une cascade d'enchaînements qui permet d'arriver à la notion d'image du monde que nous avons, et que c'est pas une image qui nous arrive directement. Tout comme ça peut être le cas aussi à l'inverse, une personne qui voit, Oui, mais par contre qui n'arrive pas à si elle ferme par exemple ses yeux, elle peut pas oui, s'imaginer des choses. exactement, C'est assez fou. exactement. Et c'est là où on voit en fait le travail Mmh. qu'il y a d'interface Oui. de nos sens. Et donc ça, Descartes l'avait très très bien compris, Platon l'avait grandement anticipé. Et donc, effectivement, nous sommes limités malheureusement en termes d'accès direct ou indirect par nos sens. Mais, il y a une porte, il y a, comme toujours, hein, il y a une porte dérobée. Et cette porte dérobée, c'est ce qu'on appelle l'abstraction. C'est-à-dire que notre capacité à, comme disait Gaston Bachelard, à penser contre notre cerveau. Mmh. C'est-à-dire à comprendre, et c'est pour ça que le pourquoi est aussi important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait pourquoi est-ce que l'on voit le monde tel qu'il est, enfin, qu'on voit le monde comme on le voit, et non pas tel qu'il est, mais comme on le voit, quand on sait que c'est justement lié à tous ces processus, on peut mettre en place, je dirais, des astuces pour essayer justement d'utiliser la porte dérobée. Et donc, penser contre son cerveau, c'est vraiment dire, voilà, ne pas se laisser aller justement uniquement à ce que nos sens nous disent. Et donc, cette porte dérobée, elle consiste en fait à dépasser ça, et en considérant effectivement que tout ce que nous ressentons n'est que l'ombre de quelque chose, comme par rapport à la caverne de Platon, mais en fait, on peut, par notre pensée, avoir une démarche qui nous permet d'aller au-delà. Et justement, c'est pour ça que je disais que l'histoire de la physique quantique est vraiment une leçon d'histoire des sciences, parce que justement, son développement est essentiellement fondé sur la notion d'abstraction. C'est-à-dire que au départ, si tu te rappelles bien du cours, au départ, les personnes comme Max Planck ont tenté en fait de répondre par la raison à des problèmes techniques, d'accord ? Ils ont trouvé une solution qui ne leur convenait pas parce que ça ne correspondait pas à la vision qu'ils avaient du monde, mais ils ont vu que le résultat était bon, d'accord ? Donc pour ceux qui ont la référence, je parle évidemment de la constante H, d'accord ? Et donc, qu'il a eu en horreur, hein. Donc je rappelle encore une fois que Planck, lorsqu'il a mis en place cette valeur-là, cette constante, il était persuadé que malgré sa perfection à ce moment-là,
en fait, à prédire, en fait, hein, sa capacité à prédire justement les équations, mais en fait, il était persuadé que cette équation allait être dépassée par la suite. Et que ce H-là allait être expliqué et qu'on allait comprendre pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc, on a avancé dans un premier temps en physique quantique en considérant effectivement qu'on allait à contre-courant et qu'on acceptait de jouer le jeu des choses qui nous paraissaient fausses, mais parce qu'elles nous disaient que c'était vrai. Et par la suite, ceux qui ont passé le gros cap, qui ont été les vrais génies, même si tout le monde a été incroyable dans cette histoire, c'est ceux qui ont accepté de dépasser ça et de rentrer dans un niveau d'abstraction totalement extrêmement élevé. Et par exemple, c'est pour ça que moi j'ai une admiration énorme pour ce monsieur qui, pour moi, n'est pas suffisamment mis en avant dans l'histoire de la physique quantique, c'est Niels Bohr. Niels Bohr, il est le premier, vraiment le premier dans l'histoire des sciences et dans l'histoire justement de cette physique quantique à comprendre que les lois du microscopique sont différentes de notre échelle. C'est-à-dire qu'il comprend, lui, là, quand il voit les travaux justement d'Einstein par rapport justement par rapport au seuil, à l'effet de seuil de l'effet photoélectrique, il comprend que là, au niveau atomique, en fait, il y a d'autres lois qui s'appliquent. Et là, il est obligé, en fait, pour accepter ça et pour comprendre ça, de penser contre son cerveau, d'avoir un niveau d'abstraction extrêmement élevé. Et c'est pour ça d'ailleurs que par la suite, il sera extrêmement ancré pour proposer la fameuse interprétation de Copenhague. C'est grâce à ça, en fait. C'est grâce à l'assise qu'il a eue face à cette abstraction, c'est-à-dire au fait de penser contre son cerveau, qui lui a permis de dire « je pose cette interprétation de Copenhague ». Parce que quand on la comprend, cette interprétation, elle est complètement folle, en fait. Elle est vraiment complètement folle. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, sauf ceux qui vraiment croyaient en lui de façon aveugle et tout ça, mais la plupart des gens, à l'époque, moi, donc Einstein, même Schrödinger, tout ça, ils se disent mais c'est pas possible en fait. Vous vivez où? Vous vivez pas dans le même monde que nous. Regardez en fait, c'est pas possible que le monde soit comme ça. Et en fait, lui, il a compris que notre cerveau pouvait nous jouer des tours, que nos croyances nous jouaient des tours et qu'il fallait accepter à un moment donné d'être humble pour dépasser cette condition. Et là, donc ça on le verra dans les prochaines formations. Et c'est là où c'est magnifique, c'est qu'il y a une leçon en fait d'humilité dans cette histoire de la physique quantique par rapport à Niels Bohr. C'est que l'accès au réel, le peu d'accès au réel que nous puissions avoir, semble n'être accessible que par une porte dérobée dont la serrure s'ouvre par la clé de l'humilité. C'est-à-dire que seules les personnes qui auront une humilité suffisamment grande pour faire ce niveau d'abstraction-là, c'est-à-dire qu'ils ne voudront pas tout contrôler, dire non, le monde il est comme ça, je veux qu'il soit comme ça, donc ils accepteront d'être humbles par rapport à ça, mais en fait ils pourront aller plus loin au niveau de l'abstraction et accéder à un niveau, je dirais, plus objectif du réel. Mais ça, on le verra dans la formation de physique quantique où on pourra justement pousser beaucoup plus cette notion-là. Et moi, ça me fait penser, mais du coup, à l'inverse, à la constante d'Einstein que justement il a rajouté pour que ça puisse coller à sa vision, à lui des choses. Donc là, on est dans le phénomène complètement inverse, mais pour dire que tout est vraiment lié. Ça me faisait penser aussi à quelque chose, mais là, pour le coup, d'un tout petit peu plus pratico-pratique, et je pense que ça va parler aux gens qui nous écoutent. C'est les fameux biais cognitifs, c'est-à-dire que souvent, on connaît ce que c'est qu'un biais cognitif, quand on sait que notre cerveau, il est un petit peu trompé par certaines choses, et du coup, on essaye de travailler dessus pour être en meilleure communication avec l'autre. Finalement, moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est le prolongement de ça, et finalement, qu'il faut aller encore plus loin, mais par rapport au monde complet qui nous entoure. Totalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc nous vivons essentiellement, en fait, dans un monde... nous agissons, en fait, nous interagissons avec notre monde, avec notre environnement, de façon interprétative. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre parce que même dans les relations humaines, ça a un impact énorme. C'est-à-dire de comprendre que
ce que l'on ressent, par exemple, toi et moi, on discute, et à un moment donné, tu me dis quelque chose qui peut-être me blesse. D'accord? En fait, il faut que j'ai la lucidité à ce moment-là de comprendre que cette blessure, en fait, c'est une interprétation de ma part. Moi, j'ai reçu une information, mais qui était probablement neutre de ta part, elle voulait dire quelque chose, mais elle n'avait pas forcément l'intention de me blesser. C'est l'interprétation que j'en ai fait moi par rapport à ma sensibilité et par rapport à ce à quoi ça me renvoie, mais dont tu n'es pas responsable et dont tu n'as pas forcément notion, tu vois, et tu n'as pas utilisé du coup ce terme dans ce sens-là. Mais moi, ça me renvoie à ça, et du coup, je suis blessé. Et souvent, on va porter justement cette notion de blessure, on va lui donner une connotation objective, réelle, alors qu'elle n'existe qu'en nous. Oui, ça me parle bien, mais ça fait écho du coup à la communication non violente où on essaie Oui, justement de remplacer le «tu m'as blessé» par «je oui, me suis senti blessé» et oui, là, on peut pas se c'est ça. tromper de toute façon puisque C'est c'est ça. comment on s'est senti. Ouais, oui, oui, Ouais, OK, ça rejoint tout à fait ça. ça Mais me nous parle bien. vivons, et donc là, mon propos, il est beaucoup plus large, c'est-à-dire que nous interprétons à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est valable effectivement pour les relations entre nous, mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire quand nous interagissons aussi avec notre environnement, même quand il n'est pas humain, l'environnement, c'est pareil. Nous interprétons. Et c'est là, en fait, où il y a une magie qui opère, parce que par exemple, moi, quand je vais regarder un coucher de soleil avec mon fils, bon, mais systématiquement, je suis relou parce que je lui demande ce qu'il voit. Et mais il me dit: «Mais papa, mais je vois bien, tu vois bien que le soleil oui, oui, mais qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que tu» parce que je pressens qu'on ne voit pas la même chose et moi, je veux le voir au travers des yeux de l'enfant et à chaque fois qu'il me le décrit, mais je vois pas du tout la même chose. Je dis: «Mais j'aimerais vas-y, donne-moi ta place». Donc on change de place, mais ça change rien en fait. C'est vraiment son regard sur le monde qui est incroyable et donc là, cette façon, cette capacité à comprendre effectivement que nous vivons dans un monde interprétatif ramène effectivement de la magie, ramène un niveau d'enchantement parce que nous sommes tous uniques. Et si on prend conscience et un petit peu responsabilité de ça, en fait, c'est d'une richesse inépuisable en fait, vraiment infinie. Donc du coup, pour revenir sur la question, Pierre, là qui t'a été posée, Oui, quand on dit autrement dit, quels sont les mécanismes qui permettent de se rendre compte qu'une croyance est une croyance? En fait, on n'est pas vraiment obligé d'aller chercher midi à 14h. Il y a pas de mécanisme particulier. C'est juste qu'on doit se dire que dans tous les cas, c'est une croyance parce que c'est c'est par nos ça. sens, Mais par définition, parce qu'en fait, par définition. nous sommes sur des mécanismes interprétatifs. Donc, à moins d'utiliser des outils d'abstraction ou des outils technico-techniques qui permettent de valider dans la matière ce que l'on croit, comme on le fait par exemple avec les mathématiques. Mais sinon, de façon générale, je dirais que nous sommes toujours dans de la croyance. Mmh. OK. Je te propose qu'on enchaîne avec une, deuxième question de Jérôme. Enfin, du coup, la seconde, il en a posé 2. Là, sur un sujet qui est complètement différent et qui fait référence à quelque chose que tu avais évoqué dans les premiers épisodes, entre cette notion de principe et de règle. Donc si tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, ça faisait référence au fait que les règles sont les choses qu'on va, s'imposer, en tout cas qui sont, émises par les hommes, Mhm. alors que les principes s'imposent justement aux Ah hommes, oui. en tout cas aux Mhm. êtres vivants, Ouais, parce que c'est ce ça. sont les principes du vivant. On est C'est d'accord? ça. C'est Donc ça. là, la question porte sur ça, je te la lis. Oui. Y a-t-il des notions de bien ou de mal derrière celles de principes et de règles? N'est-il pas pertinent de s'imposer à soi des règles issues de la compréhension des principes afin de se créer un cadre pour se développer? Alors, merci beaucoup pour cette deuxième question, Jérôme. Alors, y a-t-il des notions de bien et de mal derrière celles de principe et de règles? Alors, oui, il y a un principe de bien et de mal dans les règles, parce que justement, ce sont des règles qui sont créées par les hommes. Par contre, il n'y a aucune notion de bien et de mal dans les principes. C'est-à-dire qu'une règle, par exemple, euh, elle va avoir tendance à, généralement, elle est créée pour favoriser certains par rapport à d'autres. Donc, je vais créer une règle, par exemple, moi, je sais pas, qui à la maison me permet d'être tranquille, c'est-à-dire on éteint les lumières à 18h, voilà. Et ça, je vais le faire par rapport à mon rythme à moi. Donc, ça va être bien pour moi.
Par contre, pour les autres personnes, par exemple, qui vivent, si on est en colocation ou quoi, peut-être que 18 h, on n'a pas envie d'aller se coucher. Et donc il va y avoir une notion péjorative à ces choses-là. Tout comme les règles qui existent aujourd'hui pour les impositions, pour les taxes, tout ça. Bon, mais on les justifie, mais il va y avoir une connotation derrière. On va pouvoir justifier d'un point de vue éthique, politique, philosophique que c'est juste ou que c'est injuste, parce que ça va favoriser ou pas certaines catégories de population. Non. Les principes, en fait, n'ont pas d'intention préalable, à moins que on ait des infos que je n'ai pas, mais ils n'ont pas d'intention préalable de favoriser en fait une catégorie. C'est une règle en fait, c'est un principe, ça s'applique à tout le monde de la même façon et qui est au service en fait du vivant, pour que la vie puisse en fait se développer. Donc il y a aucune notion de bien et de mal dans un principe, alors que oui, dans les règles, on va systématiquement retrouver, parce que les règles en général, elles sont toujours, dans une règle, il y a toujours une notion de subjectivité. Parce que, je vais prendre la deuxième partie de la question. N'est-il pas pertinent de s'imposer à soi des règles issues de la compréhension des principes afin de se créer un cadre pour se développer? Oui, on peut, mais les règles, elles sont toujours restrictives. C'est-à-dire qu'elles vont permettre, à moins que tu aies une vision vraiment systémique et globale du vivant, mais ce qui est quand même assez utopique, eh bien, lorsque tu vas appliquer des règles, tu vas toujours privilégier certains aspects qui sont liés à ta compréhension et tu vas soumettre à ces règles d'autres aspects dont tu n'as pas forcément conscience. Par exemple, quelqu'un qui va être dans la performance, par exemple, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui se dit que, par exemple, pour du culturisme, je donne un exemple au hasard, hein, qui se dit que voilà, ce qu'on a compris, c'est que effectivement, d'un point de vue de l'hormèse, pour construire du muscle, ben, en fait, il faut en casser. Donc, il faut s'entraîner au maximum. D'accord? Donc, je me discipline pour faire en sorte que dans ma journée, je m'entraîne le maximum de fois. Bon, mais ça répond en fait à cette compréhension du principe d'Hormèse. Mais par contre, il y a tout un tas d'autres principes dont il faut avoir conscience, dont la notion, par exemple, de récupération, dont la notion de repos, d'accord, dont la notion d'oxydation. Et si tu ne les prends pas, ben en fait, de façon caricaturale, la personne, elle va pouvoir rentrer dans un effet de surentraînement. Elle va pouvoir trop se focaliser sur le volume et pas suffisamment sur la qualité, en pensant que plus j'en fais, le plus et le mieux. D'accord? Et même une fois qu'on a compris ça, c'est-à-dire cet ensemble-là, et donc du coup qui se repose bien, qui récupère bien, et bien de la même façon que dans le premier cas, on est toujours dans un système qui est lacunaire dans nos connaissances. Et donc on n'a jamais compris complètement l'intégralité des principes. Donc à chaque fois qu'on va appliquer des règles, à mon avis, la chose la plus sage à faire, c'est effectivement d'appliquer des règles pour essayer de piloter un petit peu, d'orienter notre objectif. Mais par contre, les règles doivent être toujours souples. C'est-à-dire qu'il faut laisser une petite marge pour laisser en fait le corps s'exprimer et nous prévenir peut-être à certains moments qu'il y a des choses qui sont un peu lacunaires. Par exemple, si la personne, au bout d'un certain moment, avec les règles qu'elle applique, même si elle a l'impression d'avoir compris globalement les principes, mais en fait, elle est plus fatiguée, elle est plus irritable, ou elle se blesse plus souvent. S'il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est peut-être qu'il y a des choses lacunaires. C'est-à-dire qu'il y a que les règles que l'on a adoptées empiètent trop sur une partie des principes que l'on ignore encore. Ah. Est-ce qu'on peut imaginer sortir du développement de la personne? Donc là, Ouais, je vais en dehors du cadre de la question qui t'a été posée, mais parce que j'ai ouais. l'impression que c'est une sorte de continuité. Ah oui, oui. Quand on parle, par exemple, des règles entre les hommes, donc à l'échelle sociétale, est-ce qu'on peut pas imaginer ou se dire ou peut-être postuler que c'est inévitable? C'est-à-dire que les principes du vivant sont, comment dire? Hem,
ne pourraient peut-être pas suffire à eux-mêmes, dans la compréhension qu'on en a, pour que des populations complètes puissent, vivre ensemble et que la règle est une nécessité. En tout cas, j'ai la sensation que c'est comme ça aujourd'hui, que c'est, tu parlais du terme, enfin, tu as utilisé le mot «justifier» tout à l'heure, Ouais. et finalement, est-ce qu'on peut pas se retrouver dans cette nécessité-là? Ah non, mais alors ça c'est une évidence. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une évidence, hein. C'est-à-dire que, pour moi, aucune société ne peut se développer sans règles. Pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, par rapport aux propos que j'ai tenus auparavant, de se dire, «Bon, mais du coup, comme il y a du bien et du mal dans les règles, il faut pas qu'il y ait de règles». Pas du tout. Les règles, elles sont indispensables, mais elles impliquent les règles ont des implications. Et c'est cette implication de notion de bien et de mal, que n'a pas un principe. Et c'était ça le sens de la première question, hein. C'était juste de savoir si Bien entre sûr, les deux il y avait une distinction. bien Mais ça sûr. ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a du bien et du mal dans les règles qu'il est mal D'avoir des règles. d'avoir des règles. Mais c'est Pas pour ça du que je tout. voulais juste peut-être transposer ça pour, que tu puisses vraiment aussi Non, mais expliciter ton propos complètement, parce que malgré tout, bah, quand on entend règles, tu vois, il y a aussi cette notion de, bah, les règles qui s'imposent, les lois, les tout ouais, ce qui voilà. oui, oui, Et je mais trouve que c'est important mais de aussi mais les règles, on ne peut pas y échapper, en fait. On ne peut pas y échapper si on veut si on veut pouvoir, construire des choses, si on veut pouvoir, structurer, agencer, synchroniser, coordonner tout un groupe, par exemple, tu es obligé de créer des règles. Tu es obligé de créer des règles. Sinon on parle pas, le fait de créer des règles, le but des règles, c'est de parler le même langage, en fait. C'est ça le but, hein. C'est-à-dire que tu rentres dans une institution, il y a des règles, les mêmes pour tout le monde. C'est pour que tout le monde parle le même langage. Parce que sinon, s'il y en a qui se permettent des choses, d'autres qui peuvent pas, qui est délétère pour les autres, c'est impossible, en fait. On ne peut pas, c'est-à-dire que l'absence de règles peut t'empêcher effectivement d'atteindre certains objectifs. Pour le coup, par contre, il y a quand même une nuance importante, puis après on pourra passer à la Mmh. question suivante, bien sûr, mais c'est, cette notion de on peut ne pas être d'accord contre, certaines règles. Ouais. Par contre, bah, il y a pas à ne pas être d'accord contre les principes, Ah et ça, non, je trouve que c'est intéressant parce ah que, bah oui. Il y a pas en fait, d'avis, en fait, à avoir, face aux principes. Les principes sont là, qu'on le veuille ou non. La gravité, même si tu es pas d'accord avec elle, elle est là et elle elle a agit pour tout le monde de la même façon. Voilà, oui, mais oui? c'était tout à fait ça, mais ce que je voulais souligner, c'est que justement, parfois, quand on connaît pas la distinction entre les règles Oui. et les principes, Mmh bah, mh. en fait, on va se retrouver à avoir des comportements qui font comme si, bah, par exemple, on n'est pas d'accord contre ci, contre ça, mais en fait, c'est un principe. C'est-à-dire que Ouais. et c'est pour ça que je trouve que cette nuance, elle est aussi Mmh. importante, parce que du coup, ça Tout à permet fait. aussi de savoir où est-ce qu'on va mettre notre énergie, et le fait de pouvoir, faire autrement ou pas, ou juste d'accepter et de faire avec. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Les règles qui nous sont imposées, même si elles sont nécessaires dans une certaine mesure, tu vois? Même que ce soit les taxes, les impositions, toutes ces choses-là. Bon, mais, je pense que tout le monde a un avis là-dessus. Tu vois? Tout le monde peut être en fonction de sa situation, en fonction de son niveau de besoin, de précarité, je pense que chacun a son avis dessus et il est légitime. Tu vois? L'avis, il est légitime. Par contre, tu vas pas avoir autant d'avis de la part des gens sur des principes. C'est-à-dire nous, on va parler, par exemple, on va parler de l'homéostasie, de l'hormèse et de l'homéorésie, mais je pense pas que les gens auront un avis sur ça. C'est comme ça, en fait. Ben, tu vois, j'avais un exemple en tête où justement, je pense qu'il peut y avoir certaines confusions. Tu sais que moi, je parle beaucoup du sommeil, Pierre, Oui, ouais. et du coup, bah, par exemple, je parle des rythmes circadiens, de Mmh. l'importance de l'impact de la lumière, Tout à et fait. je sais que certaines personnes que je peux accompagner, avec lesquelles je peux discuter, Mmh. elles sont pas d'accord. Par exemple, elles vont me dire: «Ouais, mais en fait, moi, ça m'arrange pas de couper les écrans le soir. Oui. En fait, je suis pas d'accord avec ça». Mmh. Mais en fait, Ah, mais elle peut ne pas être d'accord, mais ça s'implique, mais ça sachant pose. en fait, le truc, c'est que, heu, face à un principe, tu peux ne pas être d'accord, mais ça ne change rien. Et ben, voilà. Mais non, mais c'est ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que ça sert à rien de se torturer Mmh, l'esprit en se disant: «Je suis pas d'accord», en fait, ouais, ça changera rien, et c'est pour voilà, ça que c'est important de pouvoir oui, bien faire la distinction c'est entre ça. les règles et Alors les qu'une principes. règle alors qu'une règle, si tu n'es pas d'accord, tu peux mettre en place des éléments pour changer les choses.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement tout le monde se soulève parce qu'il considère que l'URSSAF exagère, euh, on peut, d'un point de vue politique, tu vois, même humain, changer les choses. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Tu vois, ce sont des règles qui ont été imposées à une époque, à une période, voilà. Mais par contre, les cycles circadiens, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais on n'y changera rien. Et donc, à partir du moment où, à partir d'une certaine heure, tu décides de continuer les écrans, eh bien, tu es obligé d'en payer le prix. Donc, tant pis si tu ne peux pas le faire et parce que ta vie ne te le permet pas, mais par contre, tu es obligé d'en payer le prix. C'est-à-dire, tu es obligé ton corps est obligé d'encaisser, si tu veux, ce dérèglement. Pierre, je te propose qu'on passe à la question suivante. Ouais. Alors, question suivante. Peux-tu définir ce que tu entends par vérité? Quel est pour toi le sens du mot vérité? C'est Karen qui pose la question. Vérité, je pense que tu avais dû en parler, Pierre, dans les podcasts précédents et notamment justement dans l'épisode, numéro 10 où on parlait aussi, pas mal du réel et de la réalité. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire cette question? Alors, ça, c'est une question qui est à la fois très pertinente, très intéressante, mais qui est aussi très profonde. C'est-à-dire que c'est une question qui, à mon sens, pour être répondue de façon objective et cohérente, soit vraiment traitée de la sorte. Je pense que ça, c'est une question, par exemple, qui nécessite qu'on revienne à des notions historiques de la notion de vérité, qu'on fasse la distinction entre deux concepts fondamentaux, mais qui sont très très différents, qui sont la vérité et la véracité, qui sont souvent mélangés, et de montrer effectivement que la notion de vérité n'a pas d'existence absolue. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que dans certaines langues, par exemple, la notion de vérité n'existe pas. C'est fou ça. Oui, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais comme beaucoup de choses, en fait. Hein. On se rend compte quand on étudie, quand on prend le temps, vraiment, hein, de se pencher sur les choses et de comprendre pourquoi, mais on se rend compte, en fait, que le monde dans lequel nous vivons, c'est complètement fou, mais dans le sens incroyablement magique du terme, quoi. Vraiment. Donc, moi, je pense que cette question, elle est tellement pertinente qu'elle mérite qu'on fasse un podcast entier et qu'on Est-ce qu'on est traite du ce même sujet. Est-ce que Pardon? c'est du même ordre justement que les nuances que tu évoquais entre justement le réel, la réalité, Ouais, peut-être aussi entre ouais, le ouais, savoir et la ouais, connaissance, tout ce que tu tout es à venu fait, redéfinir là jusqu'à tout maintenant? à fait, OK, tout donc à fait. un podcast, futur en prévision quoi, par autour de ça? Ouais, parce qu'en plus, si tu veux, c'est important d'en faire un entier parce que cette notion de vérité à notre époque, elle est très importante, notamment en science. Parce que la notion de vérité en science, elle est très, très, très importante. Savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est pour ça que cette question, elle est vraiment, vraiment pertinente, mais elle mérite qu'on donne les outils pour que les gens puissent avoir une réflexion suffisamment structurée pour se faire une idée la plus objective de cette question-là. OK. Du coup ça c'est quelque chose que tu as prévu de développer aussi dans Oui, l'académie? bah ben oui, évidemment, évidemment, parce que forcément, justement, l'idée dans les trois modules, ça sera de discerner le vrai du faux. C'est-à-dire dans un premier temps, dans les trois modules, en fait, on va partir, on va aller à la chasse à ce que j'appelle les fausses évidences. C'est-à-dire que les raccourcis sémantiques que nous faisons au quotidien pour les termes que l'on emploie, en fait, hein, pour communiquer, pour construire notre pensée, pour construire des modèles euh, explicatifs, ben en fait, ça génère, je dirais presque des opinions, ce que Descartes appelait des opinions. C'est-à-dire qu'on se fait une idée d'eux. Et du coup, on, on a du mal en fait à faire le tri entre ce que l'on croit être vrai et ce qui est vrai.
Parce qu'il y a un biais, pour le coup, tu parlais des biais cognitifs tout à l'heure, il y a un biais cognitif qui est très, très, très influent, c'est le biais cognitif de la masse. C'est-à-dire que si suffisamment de gens s'accordent à penser que quelque chose qui est faux est vrai, ça devient vrai. Hmm. Mais à leurs yeux. À leurs yeux. D'accord? Ça ne devient pas pouf, vrai, comme ça, dans le réel, tout d'un coup. Et du coup, on vit en fait dans une espèce de chimère, en fait, dans une espèce de simulation, parce qu'on projette sur le monde quelque chose qui est de l'ordre de notre croyance, mais comme nous sommes beaucoup à croire, on en fait une vérité. Et donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui pour lequel les termes qui sont utilisés dans la santé sont victimes. Hmm. D'accord? C'est pour ça qu'il faut absolument redéfinir les termes pour que l'on sache exactement de quoi on parle. Et là, on va se rendre compte. Tu vas voir déjà quand on va faire le premier module sur l'homéostasie, quand on va redéfinir quelques termes, on va dire ah oui, mais moi je croyais que c'était ça. Ah oui, moi je croyais que c'était ça. Ah, mais j'avais pas. Et là, à la fin du premier module, normalement, on devrait tous parler le même langage. C'est-à-dire qu'on va créer du lien entre nous. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir avec le fait d'être d'accord. On va juste simplement décider quelle langue on parle. Est-ce qu'on parle chinois? Est-ce qu'on parle anglais? Est-ce qu'on parle français? Soyons d'accord. Parce que là, pour l'instant, dans le domaine de la santé, chacun parle sa langue. Et on se contente de dire oui, bon, mais il a dit ça, et donc ça, je pense que ça veut dire à peu près ça. Mais on est dans des approximations ça deviennent des bulles, tu vois, un peu des bulles spéculatives énormes, Hmm. qui fait qu'au final, ben, en fait, on ne sait plus de quoi on parle et on se retrouve dans des boucles comme actuellement où, pour moi, comme je dis depuis 3 ans maintenant, dans le domaine de la santé, pour moi, on tourne en rond. Mais vraiment, on tourne en rond. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus vers où aller pour apprendre de nouvelles choses. Enfin, on tourne en rond. Hmm. Et du coup, effectivement, même par rapport à cette notion de vérité, Ouais, en plus, le fait qu'on soit dans une société où il y a énormément de communication, je parle pas de communication réelle entre les gens, mais par rapport ouais, justement au réseau et à la ouais. rapidité à laquelle circule Information, ouais. l'information, bah, du Ouais. coup, on se retrouve avec, des conversations un peu lunaires du style, Ouais, «Ça c'est vrai, bah, non, je suis pas d'accord, c'est peut-être pas vrai. Bah, si c'est vrai, mais pourquoi tu dis que c'est vrai?» «Bah, parce que je l'ai entendu aux infos», et ouais, là, d'un seul coup, ça donne cette notion de vérité, elle vient de ce qu'effectivement la majorité des gens ont entendu. Donc j'imagine que exactement, c'est de ça dont tu exactement. parles et Ouais. que c'est au bout d'un moment, on s'y perd. C'est pour ça, il faut vraiment bien distinguer tout ça et comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on considère que, une partie de la population détient la vérité. Par exemple, aujourd'hui, on est, à dire qu'effectivement les médias, diffusent, c'est eux qui détiennent la vérité. Ils diffusent du coup ce qui est vrai et ils disent d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, hein, aujourd'hui on a des gens qui débunkent, sur internet, des informations. Parce qu'ils te disent: «Non, non, ça c'est faux parce que c'est moi qui ai la bonne info et donc on va vous dire, pourquoi c'est vrai». Et souvent, les débunkages, sont n'ont aucune notion d'humilité, aucune notion, informative réelle pour les gens. C'est uniquement pour rétablir leur vérité, en fait. Et là-dedans, les gens, heu, qui écoutent ou qui regardent ça n'ont absolument aucun outil pour discerner le vrai du faux. Parce que le gars qui vient de débunker, ben, en fait, tu es obligé de le croire comme tu as cru la personne qui t'a donné la première info. Bah, oui, bien sûr. Et donc la véracité, pour le coup, donc on reviendra sur les définitions, hein, du propos de la personne ne va pas dépendre de si ce qu'il dit est vrai ou pas. Va tenir compte de l'aura qu'il peut avoir, de la prestance qu'il a, Mmh. de la qualité de sa vidéo, de savoir s'il est bien habillé, savoir s'il présente bien, s'il articule bien, tu vois? Donc des choses qui rejoignent ce que je disais par rapport justement à ce phénomène, sensoriel de Descartes. C'est-à-dire que ces gens-là vont utiliser les méthodes publicitaires pour amener les gens en fait à penser dans un certain sens. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faudrait faire aujourd'hui. Il faudrait pas débunker. Il faudrait donner des moyens à chaque individu de notre société de pouvoir se forger justement un avis personnel en faisant bien la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas
Et pourquoi c'est vrai? Pourquoi ça ne l'est pas? Mais là, du coup, on revient aussi sur cette notion de responsabilité, d'autonomie et de s'auto-prendre en charge parce que ça demande un effort. Et il Exactement. y a beaucoup de personnes qui veulent justement qu'on leur dise ce qui est vrai ou ce Oui, qui est pas vrai parce que du bien coup, elles sûr, ont pas besoin de faire l'effort de réfléchir à quoi? tout à fait, Si qu'est-ce que j'en pense finalement? tout à OK, fait. bon, donc la suite, dans un épisode, voilà, prochain, Ouais. où on pourra, aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, dernière question, Pierre, qui t'a été posée. Alors, hem, là, on revient encore sur cet épisode 10 qui visiblement a fait beaucoup réagir. Alors cet épisode 10, donc je rappelle, hein, que c'est là où tu développes ton propos, ta citation, Pierre, où tu, expliques pourquoi tu dis qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. En tout cas, pourquoi tu as posé cette Ouais. phrase-là. Et donc Mmh. là, la question est: est-ce que, l'interface évoquée dans l'épisode 10 pourrait représenter l'interaction entre le cœur et le cerveau, où le cerveau analyse et le cœur ressent, et leur collaboration dans l'interprétation du monde? Cela pourrait-il être la clé de notre perception de la réalité et cette interaction, connexion entre les 2? Alors, hem je pense que ça renvoie aussi, Pierre, à la conférence que tu as faite au Festival du potentiel humain. On avait mis le lien dans une des descriptions des épisodes et Ouais. je pense qu'il y a à la fois cet épisode 10 où on parle de comment on perçoit le monde et aussi cette conférence, là qui rentre en jeu. De ce que je comprends, c'est j'espère que je vais pas, mal, Mmh. retranscrire la question. C'est est-ce que finalement cette connexion entre le cœur et le cerveau, ne permet pas justement d'interpréter le monde et d'être au plus proche de du réel, de percevoir en tout cas la réalité? Est-ce que c'est pas cette connexion entre les 2 qui est finalement peut-être le sens le plus intéressant par rapport à l'interface que tu citais, l'interface des Mmh. sens? OK. Alors là, justement, ça nous fait, anticiper, un petit peu la formation de l'année prochaine. Parce que justement, l'un des modules, de la formation de l'année prochaine va donner la deuxième partie de ce que j'ai présenté, en fait, notamment sur le cœur et l'esprit, lors de cette conférence. Et en fait, ce que j'explique, pour faire, succinct, c'est que oui, c'est ça. C'est-à-dire que le cerveau va être la centrale qui va rassembler toutes les informations sensitives que nous apporte le réel. D'accord? C'est lui qui va les traiter. Par contre, le cœur, lui, va justement être la clé de cette notion dont je parlais tout à l'heure de Gaston Bachelard, qui est de penser contre son cerveau. C'est-à-dire que quand on dit penser contre son cerveau, ce n'est pas avec son cerveau qu'on pense contre son cerveau, c'est avec son cœur. C'est-à-dire que le cœur permet de ressentir des choses, d'accord? Et ce ressenti, quand là je parle de ressenti, je parle dans des formes qui dépassent les sens dont on parle de façon habituelle. D'accord? On parle pas des cinq sens. D'accord? Là, on développera, donc là, du coup, on en parlera justement l'année prochaine. Hein, mais En 2024, ouais. on verra justement, ce dont on parle quand on parle notamment de sixième sens. D'accord? Il y a quelque Mmh. chose de beaucoup plus subtil qui nous connecte justement à notre environnement et qui donne en fait un relevé un petit peu plus pur, moins traficoté, je dirais, que ne le fait le cerveau. Et donc cette capacité effectivement à passer par son cœur pour ressentir le monde nous permet d'obtenir une interface qui filtre beaucoup moins
et qui nous permet effectivement d'avoir des éléments qui ne sont pas à la portée du cerveau. Voilà. OK. OK. Voilà. Et c'est dans ce sens-là, donc peut-être la dernière chose que je rajouterais, c'est dans ce sens-là qu'il y a une certaine forme pas de hiérarchie, mais de place centrale, je dirais, du cœur, parce que le cœur est plus relié au réel, parce qu'il est au contact direct. Justement, on le verra au travers de son champ électromagnétique. C'est-à-dire qu'il prend en permanence la température du champ informationnel qu'il y a autour de nous, alors que le cerveau, lui, il quitte pas la boîte crânienne, il prend que des infos que lui transmettent les différents sens. D'accord? Et donc, Mmh. le cœur, lui, a un emplacement et un rôle extrêmement central qui fait qu'il a un rôle vraiment prédominant dans la place que nous avons, je dirais, dans ce monde, pour le dire simplement. Mais alors ce qui est assez fou et la question qui peut se poser, c'est finalement pourquoi on bénéficie en tant que, là, être humain, de ce cœur qui justement a la possibilité de capter énormément de choses, mais qu'on Mhm. n'a pas la capacité de venir en direct tout analyser, tout comprendre, tout prendre en fait ce qu'on ressent, que finalement c'est filtré par le cerveau et qu'il Ouais. en ressort quelque chose d'autre. Ah ouais, là, t'es en train de prendre de l'avance là. Je vais finir par OK, faire le cours maintenant. Ouais, ouais. Non, mais c'est OK, tout bon, on garde ça, c'est tout le sujet. Et oui, 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 c'est tout le sujet. Et c'est une question très, très, très pertinente. C'est très, très, très pertinent. Pourquoi? Encore une fois, car on retombe sur pourquoi, et ce sera d'ailleurs la question la première slide. C'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par nos sens? mmh, Pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est OK. une très, très belle aventure. J'ai hâte, effectivement. Génial, OK. OK Pierre, eh ben écoute, je te remercie, pour les questions là qui ont été posées. Par contre, avant de conclure, moi j'avais très envie de te partager, parce que dans le petit questionnaire là qu'on propose à tous nos auditeurs, qui je le rappelle est dans le descriptif de chaque podcast, il y a un lien pour accéder au questionnaire. Et du coup, hop, voilà, je suis, là-dessus, Pierre. En fait, on propose aux personnes aussi de nous partager quel sujet ou quelle thématique, Mhm, elles souhaiteraient voir développer prochainement mhm. sur Homéorésie du vivant. Très Et bien. il y a une des personnes qui nous a indiqué le vide. Et moi, j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots parce que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant, qui Mhm. fait lien avec pas mal de choses que tu nous as partagées jusqu'à maintenant. Et cette notion de vide entre, qu'est-ce que le vide ou plutôt qu'est-ce qu'il n'est pas? Je pense qu'on sera amené à le développer un petit peu Ah plus oui. tard sur le Ah podcast ouais, pour ouais. vraiment y Oh, allouer du temps. Mais est-ce que c'est- tu veux pas juste en teasing nous en dire quelques mots là aujourd'hui? Ah, le vide. Ça, c'est vraiment un sujet, bon, comme les autres, mais qui est extrêmement inspirant parce qu'effectivement, elle nous oblige à modifier complètement notre façon de voir les choses. Et de se rendre compte à quel point les projections que nous faisons sur ce monde sont puissantes, en fait. Et qu'on a une vraie responsabilité sur notre façon de penser. Que la pensée n'est pas quelque chose de passif. Bon, parenthèse. Euh, Le vide, en physique, hein, le vide est défini comme l'absence de toute matière. D'accord? Voilà. C'est la définition voilà, commune, c'est l'absence de toute matière. En revanche, je dirais dans le jargon populaire, le vide, ce n'est pas ça. Le vide, c'est quelque chose qui est confondu avec le néant. Et le néant, le néant, c'est l'absence de toute chose. Sauf que c'est quelque chose qui est très 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 difficilement appréhendable parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'il puisse n'y avoir rien en considérant que même rien, c'est presque quelque chose. Mmh. Hein, c'est un peu comme essayer de conceptualiser l'infini. Très vite, on peut avoir très mal à la tête. Et là, Est-ce dans que le peut-être néant,
Oui. Est-ce que peut-être avant que tu ailles plus loin, pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde, est-ce que du coup tu peux, simplement dire ce que c'est que la matière? Parce que finalement, on peut avoir la sensation que tout est matière. Donc si le vide, c'est qu'il y a pas de matière, bah, finalement on peut tout à fait dire que c'est comme le néant, tu vois? C'est qu'il y a rien. Oui, oui, sauf que alors là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va retomber dans ce que je disais, c'est que là, il y a un problème de définition. C'est-à-dire que là encore, on pense que, la matière, c'est une notion qui est très claire parce que, justement, beaucoup de gens emploient ce terme, d'accord? Et donc on pense que du coup, c'est quelque chose de très, oui, de très évident, de très connu. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas actuellement un consensus dans le domaine scientifique sur ce qu'est véritablement la matière. Donc non plus sur ce qu'est le vide, du coup. Et beh et voilà, et beh, c'est ça. En fait, il est là presque le biais dont je voulais parler, c'est que justement, on définit ce qu'on a mal défini par d'autres définitions qu'on a mal définies. Et donc, c'est des poupées russes. Mais c'est ça Oui. le problème, en fait. Et là, il faut faire le constat de ça. Il faut faire le constat de ça. Vraiment, c'est une situation qui est, je sais pas. Alors, je vais me permettre de faire une parenthèse qui ne parlera peut-être à personne. Mais là, je viens de faire un lien par rapport à un film, et c'est exactement ça. Alors, pas du tout dans le même registre, mais c'est le même mécanisme. Le même mécanisme. Il y a un film qui est sorti, je crois, c'était en, je vais dire des bêtises, peut-être 2008, qui s'appelle The Big Short. The Big Short. C'était avec, il y avait Brad Pitt dedans, il y avait Ryan Gosling. C'était justement sur la crise financière de 2008. Qui était partie donc de la fameuse crise immobilière qui avait touché les États-Unis et qui après avait touché la France. Bon, ce film, déjà, il est incroyable. J'invite tout le monde à le voir. Mais pourquoi est-ce que je vous dis allez le voir en pensant à ce que je viens de vous dire? C'est-à-dire que les, les, les personnes qui mènent l'enquête, en fait, ils filment plusieurs personnes. Donc, c'est tiré en fait d'une histoire vraie. Hein. Donc, ils filment plusieurs personnes qui ont senti en fait la crise arriver. Ils ont perçu le truc. Sauf que c'était tellement énorme, et ça il faut voir le film, hein, que personne n'y croyait. Même eux, ils avaient du mal à y croire. Ils disaient, mais c'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop gros. Et pourtant, ils se sont dit, mais pourtant tous les indicateurs sont là. Parce qu'en fait, il y avait une bulle financière qui était énorme parce que on vendait, on vendait en fait des prêts, d'accord? On va dire qu'on peut assimiler à la définition qu'on donne aujourd'hui, tu vois, à la matière, à l'énergie et tout ça, et qui étaient mal définis en fait, sauf qu'on les vendait comme s'ils étaient super bien définis. Et ensuite, lorsqu'on voyait qu'ils étaient mal définis, on les mettait dans d'autres boîtes avec d'autres définitions qui étaient encore plus mal définies. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y avait des poupées russes qui ont, mais au bout de, donc la poupée russe a grossi, ça a fait une énorme bulle, sauf qu'à un moment donné, ça a explosé. Ça a explosé. Et donc, ces gens-là, ils l'ont vu, mais ils vont dire, mais vos crédits, là, ils valent rien, en fait. Parce que les définitions que vous avez données, on ne comprend pas. Tout le monde s'accorde à dire qu'on comprend, mais si je vous pose la question, vous êtes incapable de me répondre. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Hein. Ils vont voir les banques, ils disent, mais vous vous rendez compte, votre crédit, là, il veut rien dire. C'est-à-dire, ça va jamais tenir. Mais si, on s'accorde à dire que oui. Et donc, énormément de gens se sont fait de l'argent sur ça. Et il y a une spéculation gigantesque qui s'est faite, et on a eu la crise financière qui a failli emporter, bon déjà, qui a condamné des millions d'Américains, mais qui a aussi touché quand même le reste du monde. Et alors, dans une moindre mesure, mais aujourd'hui, au niveau sémantique, on a quand même la même problématique. Donc, il va y avoir moins d'incidents parce qu'on on n'est pas dans les mêmes échelles, mais quand même, c'est-à-dire que les répercussions qu'elles vont avoir dans notre façon d'agir au quotidien, elles sont énormes. Et donc, quand on remplace un vide ou une lacune par une autre, en fait, ça fait une lacune encore plus grande. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la situation que j'ai décrite justement, qui justifiait le fait de faire ces 3 modules et de redéfinir les termes, elle n'est que le constat
de cette situation lacunaire qui nous amène dans une situation où les gens sont incapables de prendre des décisions objectives par rapport à leur santé. Incapables. Mmh. Parce Mmh. qu'ils n'ont pas c'est pas qu'ils sont pas suffisamment intelligents ou parce qu'ils sont pas des spécialistes, ça c'est ce qu'on te mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la clarté qu'il y a en amont. Les choses ne sont pas claires. Donc il faut commencer par ça. Donc The Big Short, vraiment super film et vous verrez comment quand c'est trop gros en fait, eh bien on est prêt on pense que enfin on n'y croit pas. On n'y croit pas. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est incroyable. Vraiment, super film qui vraiment montre les rouages de ce système. Et on peut vraiment faire le parallèle avec ce qu'on vient de dire là. Ok, Donc, génial. oui, ouais. Donc, la matière, écoute, la matière, elle est définie aujourd'hui, elle est pas définie de façon physique. Tu sais, en sciences physiques, elle n'est pas définie. Elle est définie d'un point de vue philosophique. Mhm. D'accord? Donc la définition philosophique, c'est que c'est une substance qui constitue le monde sensible, le monde des corps. Mais bon, tu vois, on est bien avancé. Tu vois, mais oui, mais parce qu'en fait, on a un vrai problème avec la matière. Et ce problème a été exacerbé par l'avènement de la mécanique quantique. Exacerbé. Parce qu'on a vu justement qu'il y avait cette dualité onde-corpuscule et que du coup, c'était très difficile de définir ce qu'était véritablement de la matière. Oui, puis encore plus peut-être, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais peut-être encore plus depuis la 2012-2013, non 2013 peut-être avec le Avec le boson de boson de Higgs, Higgs. puisque du coup on pouvait imaginer que la matière c'était quelque chose qui avait de la masse, sauf que du coup quand on vient dissocier Exactement. ça, que devient la matière en fait? Exactement. Mais la matière, mais on pensait effectivement avant le boson de Higgs que la masse était une propriété intrinsèque de la matière, et maintenant on sait qu'avec le boson de Higgs, effectivement, on sait que c'est une propriété qui est obtenue par frottement de la matière au sein du champ scalaire de Higgs, et que du coup c'est une propriété qui est obtenue par la suite. Mais du coup, effectivement, comme tu poses la question, mais du coup, qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce qu'il en fait son identité? Parce que plus ça va, et comme tu viens de dire avec le boson de Higgs, et plus le peu d'éléments qu'on lui Mmh. attribuait pour penser une définition disparaissent. Oui. Du coup, moi, ça m'emmène, Pierre, et là, on va arriver tout doucement, à la fin de cet épisode de questions-réponses. Mais en tout cas, ça m'emmène à des choses qui nous concernent tous, hein, dans notre quotidien, pour nos proches. C'est cette notion aussi de santé et de maladie, où là, Mhm. la définition, enfin, ça me fait vraiment penser à ça, tout ce que tu viens de Oui, dire, parce que là, bien c'est sûr. pareil. En fait, on s'est jamais trop posé la question. Non. Je veux dire, par le «on», j'entends de façon générale. Oui, oui, Qu'est-ce tout à que fait. la santé et qu'est-ce que la maladie? Alors qu'en fait, on utilise ces mots-là absolument tout le temps. Donc il faudra un jour Exactement. qu'on y revienne, un jour, Exactement. proche, même, j'imagine. Et déjà, le fait que les gens se rendent compte, en fait, parce que déjà, ça, c'est un premier pas, qu'ils se rendent compte que c'est pas clair. Ça, c'est déjà un premier pas, parce que pour la plupart des gens, ils ne voient même pas l'intérêt de se poser la question de savoir ce qu'est la santé, parce qu'ils pensent que l'image qu'ils en ont est extrêmement proche de la réalité. C'est-à-dire que si jamais on en parle, on va juste amener quelques petits détails, tu vois, en plus pour peaufiner la définition, mais l'image qu'ils en ont est déjà très très proche de la réalité. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils en ont. Mmh. Mais Mais si c'est on vrai que prend juste 2 minutes pour se poser, ben là, ils verront que non. et oui, mais là, ça me faisait d'autant plus penser que tu disais que justement, on utilisait des termes qu'on comprenait pas forcément, en Oui, tout cas qu'on pouvait pas définir complètement c'est ça. pour définir d'autres. Mais là, finalement, c'est un peu pareil parce que la santé, on peut se dire, c'est l'absence de maladie, mais du coup, la maladie, c'est quoi? Bah, du coup, c'est quand on n'est plus en santé, mais en fait, on définit l'un avec l'autre, en fait, on s'en sort C'est pas. exactement, exactement. T'as compris le sens du problème, hein, que je relève, et c'est pour ça que d'ailleurs, ben, c'est pareil, hein, on le voit dans la présentation de ma formation pour l'année prochaine sur le site. La santé et la maladie font partie des termes justement qu'on pourra redéfinir à partir de tout ce travail.
Super, Pierre, on en reste là pour ce premier épisode questions-réponses qui finalement était très riche et qui nous a apporté à presque 1 heure d'épisode. Je suis ravie, c'était génial. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à poser leurs questions. Mettez vos remarques, mettez aussi les sujets que vous aimeriez voir abordés sur l'émission. Et puis, comme ça, on avance ensemble avec vous, avec aussi ce que vous voulez voir sur ce podcast. Et c'est comme ça que c'est le plus pertinent. Merci Pierre, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. À très vite. Merci à toi Aurélie et merci à tous pour vos questions. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.